Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode du jour. Ça change un petit peu. Bon les amis, j'espère que vous avez la pêche, que vous avez la forme, que vous avez passé une très bonne semaine. Moi au top, j'ai fait un petit saut éclair dans le Nord pour Pâques, j'ai chopé des petits chocolats et en repartant je me suis même chopé un petit rhume. Donc excusez-moi si vous entendez que j'ai mon nez bouché. Mais voilà, j'ai attrapé un petit rhume dans le nord. Bon les amis, pour une fois, j'ai absolument rien fait. J'ai pas pris une visite, rien. C'était que du repos. Mais en vrai, franchement, je vais le dire, hein, mais je me suis clairement ennuyé. À chaque fois que je remonte, c'est pour le business ou faut allier, tu vois. Faut faire un peu les deux, un petit peu de personne, un petit peu de business, comme ça passe. T'as le côté bien des deux côtés, tu vois. Bon, en tout cas, j'espère que Pâques s'est bien passé, que vous n'avez pas mangé trop de chocolat. J'ai fait attention. Et puis quoi d'autre? Quoi d'autre? Bon, j'ai hâte que le chantier commence là. Putain, on attend la date là, que ça commence. Les amis, les déclarations des impôts ont commencé. N'oubliez pas. Bon, en tout cas, je l'ai fait tout à l'heure, sans surprise sur mes activités de l'MNP. Et tout ce qui est IMO, j'ai pas d'impôt, donc ça fait toujours plaisir. Bon les amis, on commence tout de suite, mais tout d'abord, la promo du podcast. Les amis, n'oubliez pas de partager le podcast. Je vous laisse aller sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous notez cet épisode et même le podcast en général, vous le notez 5 étoiles, un petit commentaire afin de soutenir le podcast. Je vous rappelle que c'est gratuit quand même et que vous ne payerez pas plus cher si vous laissez un 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir, moi ça me met la patate. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Anthony-THRD, mais également sur ma chaîne YouTube, Anthony Touchard. Et pour les plus timides, vous pouvez même envoyer un petit mail à graine.investisseur@gmail.com. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les informations dans les notes de l'épisode. On va passer tout de suite aux questions de la semaine, les amis. Questions de la semaine, j'en ai sélectionné une, deux, deux et trois. Ça sera l'épisode du jour. Alors, question de la semaine. J'ai reçu une question d'un auditeur qui s'appelle Adrien, qui me demande: Bonjour Anthony, un grand merci pour le podcast. Je te suis depuis presque le début et j'accroche toujours autant. J'aurais une question. Je ne me suis toujours pas lancé dans l'aventure, mais ça ne serait tardé. Je te le souhaite, mon ami. Le problème, c'est que la peur persiste et je me demande si partir vers un bien déjà loué ne serait pas plus rassurant pour commencer. Qu'en penses-tu? Encore un gros merci pour ton podcast, ça me donne envie de vraiment me bouger le cul. Alors écoute Adrien, déjà bonjour, et ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que c'est vraiment pour ça que j'ai créé le podcast, c'est pour donner envie aux gens de se bouger, de donner l'envie, aider à changer de vie, etc., etc. Maintenant pour répondre à ta question, je te dirais feu. Feu, qu'est-ce que t'attends? Si ça te permet de franchir le pas. Maintenant, il y a quand même quelques points où il faut faire quand même attention. Euh, Parce que si tu prends quelque chose qui est déjà loué et que on est sur du cassos, c'est compliqué. Maintenant, si les locataires qui sont en place sont plutôt bons, pourquoi pas? Maintenant, attention aussi à ne pas acheter une renta. Je sais qu'il y a beaucoup de biens qui se vendent en fonction des loyers perçus. Genre par exemple des loyers qui sont à 1000 balles. Et donc ça te fait à peu près du 12 000, enfin c'est même pas à peu près, mais ça te fait du 12 000 euros par an. Et bien alors ils vont te vendre le bien par exemple à 120 000 euros, par exemple. Je te donne des chiffres factices, hein. Mais en gros, ils te vendent ça à 120 000 balles pour se faire une rente à 10%. Sauf qu'en fait les loyers ils sont un peu chers par rapport à ton secteur. Ou encore,
si par exemple, il te vend ça à 120 000 balles, mais que tu as des travaux à prévoir au départ de ton locataire, bah tu vois, la renta, elle va prendre un coup. Donc ça, il faut faire attention. Tu dois également faire attention aussi c'est à l'ancienneté du locataire. Si ton locataire vient d'arriver dans les lieux et que le loyer il est vraiment abusé, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Pareil, à contrario, si le locataire est là depuis très longtemps. Tu sais, il y a eu l'évolution des loyers, et moi ça m'est arrivé sur un de mes biens. Euh, la locataire était là depuis longtemps. Et en fait, je sais pas, les loyers sur mon secteur, je vais dire une bêtise, mais 50 mètres carrés c'était loué 500, et elle avait un loyer à 300 et quelques. Et tant qu'elle part pas, tu peux pas la virer. Donc, faut faire attention aussi que cette personne ne soit pas, enfin que le locataire en place ne soit pas en place depuis très longtemps, avec un loyer qui est vraiment faible par rapport à ce qu'il devrait être aujourd'hui. Parce que sinon, c'est perdu pour toi, tu vas devoir attendre qu'il parte. Euh, Maintenant, tu vois, il y a aussi, euh, moi je préfère quand même acheter vide de locataire. Et j'achète seulement avec si c'est vraiment une bonne affaire. Parce que quand tu achètes son locataire, tu peux te dire, ouais, mais bon, j'ai pas de loyer directement, etc., etc. Je vais prendre un risque, mais voilà, j'ai un peu peur, ça me fait peur de prendre ce risque-là, que ce soit vide, etc. Maintenant, je te le dis, si tu as bien fait ton étude de marché, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et tu pourras même vraiment bien choisir la personne que tu mettras, même si le risque zéro n'existe pas. Je le répète quand même, mais le risque de zéro n'existe pas. Euh, le principal quand même, c'est que tu te lances, tu vois. Et le plus rapidement possible, parce que le temps qui passe, ça se rattrape pas. Alors moi, je te dirais fonce, mais en faisant attention. Écoute, Adrien, j'espère que ma réponse te convient. Je fais la deuxième question et après je vous parle d'autre chose qui vient de me traverser l'esprit. Bonsoir Anthony, j'ai une question à te poser. Voilà, j'ai enfin mon locataire qui a quitté le logement ce mercredi et voilà qu'hier, en rentrant dans l'appart, je découvre des cafards. Le mec était vraiment dégueu et j'ai récupéré l'appartement digne de sa propreté. Il est... Alors, et évidemment, comme une idiote, je n'ai pas signifié sur l'état des lieux. Je compte faire intervenir une entreprise de désinfectisation, désinsectisation plutôt, ce sera mieux. Mais est-ce que je suis en droit de lui retirer de sa caution? Si oui, sous quelle forme dois-je lui signifier? Est-il possible de m'en débarrasser moi-même et par quels moyens? Merci pour ta réponse si tu vois mon message. Alors, je te dirais déjà malheureusement non, parce que tout simplement l'état des lieux fait foi. Tout ce que tu as constaté après, c'est mort. Sauf si le locataire veut bien refaire un état des lieux correctif contradictoire. Dans 100% des cas, tu peux mettre le doigt dessus. Donc c'est mort. Mais de toute façon, dans tous les cas, tu n'aurais pas pu parce que les cafards, etc., les blattes, tout ça, ça fait partie des nuisibles. Et c'est au proprio de payer, malheureusement, même si c'est pas de ta faute. Ça, c'est horrible. En tout cas, j'ai quand même un conseil à te filer. J'ai un produit qui a marché super bien pour moi. Ça s'appelle Capot. J'ai trouvé ça chez Leroy Merlin. J'ai vidé le bidon en entier dans un logement. J'ai laissé agir, il me semble, 2 ou 3 jours. Et j'ai pas eu de problème. J'ai bien aéré le logement après parce que ça pue quand même. Et franchement, ça a marché impeccablement bien pour moi. Depuis, j'ai pas eu de soucis. Alors bien sûr, tu sais, il y a quand même du grand ménage à faire. Bouger les meubles, regarder surtout derrière l'évier, etc., etc. Toutes les zones un peu inaccessibles, bien asperger, bien en mettre partout, laisser agir. Franchement, j'ai laissé agir 3 jours et j'ai plus de problème. Voilà, donc le capot, Kapo chez Leroy Merlin, mais après il me semble que tu peux trouver ça un peu partout. Tu vas dans les magasins de jardinage et compagnie, je pense que tu peux trouver ça assez facilement. Du coup, je reviens sur mon petit flash que j'ai eu. J'ai reçu une question pour me demander si je connaissais d'une formation sur la bourse qui était intéressante. Et donc, je vous rappelle les amis, attendez avant d'acheter quoi que ce soit, etc. Je suis à la moitié de la formation sur les ETF. Elle est en cours. Ça va arriver franchement assez vite prochainement. Elle sera gratuite pour toutes les personnes qui sont auditeurs du podcast, du moins au début.
Franchement, je pense que ça va être une bonne formation euh, à la hauteur du podcast. À la hauteur du podcast. Donc, si vous kiffez ce podcast, normalement, vous allez kiffer me voir en formation. Voilà. Flash terminé. Je fais un appel à candidature aussi, j'en profite. S'il y a un auditeur du podcast qui est intéressé pour une interview en rapport avec l'investissement immobilier, je recherche en priorité dans mes auditeurs quelqu'un qui a investi récemment ou un petit peu plus lointain dans le passé, mais quelqu'un qui nous dit son ressenti par rapport à la marche franchie, à la mise en action. Est-ce que c'était dur? Est-ce que ça a engrangé quelque chose chez lui? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, etc., etc. On peut parler de tout et de rien, même si c'est une mauvaise expérience, ça peut servir à tout le monde. Donc je lance un appel à candidature. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si ça te tente de parler, alors je te le dis tout de suite, hein, c'est une conversation, il n'y a rien de spécial. Je ne vais pas te poser des questions de l'espace, c'est pas noté, c'est vraiment un échange avec, entre amis. C'est un échange entre amis. On va parler immobilier, on va parler plein de choses, etc., etc. Donc si tu es intéressé, tu peux me contacter sur... Tu retrouveras toutes les informations dans les notes de l'épisode. Allez les amis, on enchaîne avec le sujet du jour. Sujet du jour que... ça fait c'est des questions que je reçois sur Instagram. Et je me suis dit, bon, je vais pas le traiter en question, je vais vraiment essayer de détailler. Je vais faire un mini sujet du jour. En fait, je reçois des questions pour me demander quoi poser comme question aux vendeurs ou à l'agent immobilier lors des visites. Est-ce que j'oublie pas des choses, etc., etc. Donc, ça sera le sujet du jour, les questions à poser à un vendeur slash agent immobilier. Déjà, la première des questions, pourquoi il vend? Tout simplement, en fait, ici, on peut trouver de tout. Le vendeur vend parce qu'il change de région, le vendeur divorce, il change de RP, il vend parce qu'il cherche un projet plus gros, c'est une succession, etc., etc. Et cette question, ça va être vraiment notre pierre principale parce que simplement, grâce à cette question, tu vas savoir si le prix est négociable ou pas. Si on divorce, si c'est une succession, la personne peut-être qu'elle a envie de se débarrasser du bien. Si le vendeur vend parce qu'il a envie de changer de RP, bah, peut-être que tu vois, il veut quelque chose de plus gros. Donc peut-être que la vente, ça va être compliqué. Euh, donc ça, c'est la première, tout simplement, c'est la première question, c'est la base. La deuxième, c'est l'attractivité du logement. Est-ce que le vendeur a reçu beaucoup d'offres? Combien? Le montant de ces derniers? Ça permet déjà de savoir si la personne a déjà refusé une offre, surtout combien. Par exemple, je sais pas, le vendeur vend à 100 000, il a refusé une offre à 80. Bon, tu te doutes bien qu'à 80, il va pas te l'accepter. Sauf si c'est en vente depuis longtemps. Ça sera le point juste après. Donc vraiment, combien d'offres reçues, les montants. Il faut vraiment grappiller les informations. C'est hyper important. On en vient à notre troisième point. Depuis quand c'est en vente? Si le bien vient tout juste d'être mis en vente, le prix, il y a très peu de chances qu'il soit négociable. Par contre, si le bien est en vente depuis 6 mois ou plus, clairement, la négociation est possible et je te dirais même, la négociation est recommandée. Parce que si jamais ça fait... je vais te donner un exemple, mais ça m'est arrivé. Laisse-moi te conter cette histoire. Il était une fois... Non, sans blague. Non, en gros, en fait, un jour, je m'étais positionné sur un bien. Les chiffres, je les ai plus en tête vraiment, mais en gros, on va dire que c'était un bien qui était à 200 000. J'avais fait une proposition à 150 parce qu'elle s'était justifiée, d'accord. Même moins, je crois, j'avais fait un peu moins. Et je m'étais pris un refus. Et ouais, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est que euh, je sonde les ventes immobilières qu'il y a eu dans mon secteur, tous les biens que j'ai visités, etc., etc., pour voir un peu à quel prix ça s'est vendu. Et en fait, il s'avère qu'un jour, je regarde les ventes passées, et moi j'avais fait une offre à 150 et ça avait été refusé. Et ben, il s'avère qu'en fait, ce bien, il s'est vendu moins cher. Il s'est vendu peut-être 8 ou 9 mois plus tard, mais au lieu de se vendre à moi ce que j'avais fait 150, une propos à 150,
Le bien, en fait, il s'est vendu à 130. Il s'est vendu à 130. Donc tu vois quand même que il y a quand même quelque chose à faire. En fait, le prix, même si c'est un prix qui a été, t'as fait une propose, ça a été refusé, peut-être, ça veut pas dire que c'est mort. Peut-être que un mois, 2 mois, 3 mois plus tard, si tu le relances avec cette même offre, le vendeur peut accepter, tu vois. Donc vraiment, il faut poser ces questions et voir un peu, ça fait combien de temps, est-ce qu'il y a eu des offres, etc., etc. Quatrième point qui est important, c'est la durée de possession. Tu te doutes bien que quelqu'un qui a acheté un bien il y a 20 ans qui est fini d'être payé, c'est pas la même chose qu'un bien où il te reste encore 90% du crédit à payer. Si le mec est pris à la gorge, il a acheté sa maison 100 000, il a fait une erreur, etc., il est obligé de vendre. Il l'a acheté il y a 8 mois. Tu te doutes bien que son objectif à lui, c'est de sortir propre de cette histoire. Et qu'il va pas être très enclin à vouloir négocier. Il lui reste 100. Allez, on va dire, il lui reste, allez, 90 000 balles à payer. Et encore, hein, je suis gentil. Sur 8 mois, il a bien remboursé. Mais il lui reste 90 000 balles à payer. Tu te doutes bien qu'il va pas négocier en dessous de 90. Ça serait complètement con. Le mec, il va se mettre une balle dans le pied en faisant ça. Donc, question importante à poser, c'est la durée de possession. Par contre, quelqu'un qui a acheté il y a 20 ans, lui, c'est tout bénef. Lui, à moins qu'il soit vraiment dans un secteur qui est vraiment attractif, vraiment demandé, le mec, il va s'en foutre un peu de négocier. S'ils sont bien, il sait que il va partir cash. Par contre, la personne qui a acheté il y a 20 ans dans un secteur, on va dire un peu standard, et qui sont bien à prix de la valeur, il a acheté il y a 20 ans avec les prix d'il y a 20 ans. Euh, T'imagines le mec, il a acheté en francs. Ouais, lui, c'est jackpot total. Mais tu te doutes bien que cette personne, il a acheté il y a 20 ans. euh, le mec, il va être enclin à la négo. Il a acheté, je sais pas, 30 000 euros il y a 20 ans. Son bien, il en vaut 160. Moi, tu te doutes bien que le mec, il peut te lâcher 10, 20 000. Tranquille. Donc la durée de possession, c'est hyper important. Parce que ça va te permettre de qualifier le vendeur. Est-ce que il est prêt ou pas à négocier? Moi, à la fin de la visite, surtout s'il y a le vendeur sur place, j'aime bien, avant de partir, lui demander, bon, c'est quoi le vrai prix? Parce que des fois, juste en demandant, tu peux avoir un rabais sur le prix affiché déjà de base. Moi, j'ai déjà eu, juste en demandant ça, j'ai déjà eu 10 à 15 000 balles en moins sur le prix affiché. Et j'ai même pas encore commencé la négo. Donc, euh, je- on va prendre 100 000, en lui posant cette question, c'est passé à 85 000. Bah voilà, le nouveau prix sur lequel je me base, c'est 85 000. C'est plus 100 000. Ensuite, je relève aussi tous les points négatifs, par contre sans déglinguer le bien. Bon, c'est pas totalement vrai. En fait, il y a deux types de vendeurs. Le mec qui te vend une ruine, il te vend une Twingo pour le prix d'une Audi. Là, lui, c'est sûr et certain que c'est ce genre de visite. Je programme ce genre de visite parce que on sait jamais. Des fois, tu peux tomber sur des trucs de fou. Mais ce genre de visite, je suis là pour sabrer. C'est-à-dire que le mec, il vend une ruine, il te vend ça au prix d'un truc pharaonique. Lui, je la smatte. Par contre, quelqu'un qui vend et je trouve que le prix est convenable, il est peut-être négociable, mais c'est un prix qui est totalement correct. Moi, je relève les points négatifs, mais sans déglinguer, sans appuyer fortement dessus, sans défoncer le bien. Clairement, voilà, je lui dis, bon, ouais, effectivement, il y a ça, ça, ça. Mais par contre, je note aussi les points positifs. En gros, par exemple, si c'est du simple vitrage, bah, je vais regarder l'agent ou je vais regarder le vendeur et je vais lui faire comprendre que bah, simple vitrage, quoi, c'est quand même un gros pôle de dépenses et que en plus au niveau du DPE, bah, ça ne passe plus donc bah, ça va coûter un peu cher en travaux, etc. etc. Par contre, ouais, vous avez fait l'ouverture ici, ça c'est super, ça sera ça en moins à faire, c'est bien, etc. etc. Voilà, tout simplement.
Par contre, voilà, je vous le répète, mais si c'est une ruine et que c'est vendu beaucoup trop cher, on y va les amis, hein. On y va. Ah ouais, bon, ça, ouais, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah là, l'humidité, ah, là, il va falloir que je fasse passer le couvreur, etc., etc. Euh, Il y a une petite astuce aussi que j'aime bien faire pour ce genre de biens-là, c'est que sur le secteur, j'ai encore des contacts, donc je peux me le permettre. Mais en gros, quand je vais visiter, soit je vais faire visiter avant des amis, soit après, mais ils sont là clairement pour... bon, c'est une technique de filou, hein, clairement, hein. Mais en gros, tu y vas, tu leur dis, les gars, allez visiter, et vous faites une offre, mais à un prix massacré. Massacré. Il fait ça en fonction du nombre d'amis que tu as. Si tu en as 15, vas-y, feu. Mais tout le monde passe et vous lui envoyez des offres de fou. Et toi, quand tu vas y aller, tu vas lui faire une offre supérieure. Et il va se dire, ah bon, lui, son offre, elle est beaucoup mieux quand même que les autres, etc. En termes de négociation, c'est quand même un bon truc. Ça te permet aussi d'avoir. Parce que imaginons ton pote, il te fait une offre massacrée de fou. Et l'offre, elle passe. Excellent. Excellent. Alors bien sûr, tu mets une petite clause de substitution. Et puis toi, c'est jackpot pour toi. Donc voilà. Donc pour les vendeurs qui sont réglo, voilà, on insiste sur les points négatifs, mais sans vraiment déglinguer le bien. Et on fait aussi des petits éloges pour le vendeur, etc., etc. Et puis après, les amis, franchement, pour finir, j'aimerais vous dire quand même que c'est l'achat-vente. Une vente, c'est une relation. C'est du feeling. Dites-vous que c'est un humain qui vend, comme vous. Soyez vous-même. Parlez tranquillement. Il va pas vous manger. Posez-lui des questions. Il- Pourquoi, en lui posant des questions, pourquoi on se braquerait? À moins que tu poses des questions trop abusées. Mais en général, l'objectif, vous êtes tous les deux là dans un objectif commun. Lui, il veut vendre et toi, tu vas acheter. Il y a juste à se mettre d'accord. Faut juste que les deux pièces du puzzle, tac, ça concorde. C'est une relation, parler, converser, poser-lui des questions, et après, voilà, hein. C'est tout simplement une relation sociale. Donc les amis, soyez vous-même, tranquille, pas de stress, et ça devrait bien se passer. Entraînez-vous, allez visiter, juste parler. Parler avec les gens, allez visiter pour savoir plein de choses. Même si vous voulez pas acheter, c'est pas grave. Mais allez visiter, faites-vous l'œil. Après, ça va. Vous allez mettre en place une mécanique, des questions importantes. Je l'ai pas dit, mais laissez parler, écoutez. Votre job, 70% allez, ouais, 70% c'est un bon ratio. 70% de la visite, vous laissez parler les gens. Vous allez grappiller énormément d'informations. Il y a quelques questions indispensables à poser, mais après, laissez parler. Les gens, ils aiment parler. Et ils vont vous lâcher des infos par-ci, par-là, etc., etc. Et cetera. Et des informations que vous engrangez. Et puis, toutes ces infos, ça va vous faire votre petit argumentaire de négociation. Et puis voilà, ça devrait bien se passer. Et après, voilà, plus vous pratiquez, etc., etc., etc. Et mieux ça sera à chaque fois, à chaque fois. Vous allez mettre en place vraiment une mécanique et ça ira de mieux en mieux, j'en suis sûr. Bon les amis, voilà, c'était l'épisode du jour. J'espère que cet épisode vous aura plu. S'il vous a plu, je vous répète, pépette et répète, mais en gros, allez noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et où vous voulez. Ça me fera toujours plaisir. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. Profitez bien. 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!